Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Richard de Sèze. Bonjour Corentin. Donc vous êtes notre partenaire Valeurs Actuelles, vous êtes auteur du livre Le rond de serviette est-il de droite? Alors on verra si George Orwell est de droite après, mais d'abord vous nous présentez la BD, la liste d'Orwell aux éditions 21GG, mais c'est 21 grammes? Je crois que c'est 21 grammes. C'est une maison d'édition que j'ai découverte en fait. Donc, que j'ai découverte. Non, je n'ai rien découvert. Je me suis rendu compte qu'elle existait. C'est une bande dessinée qui est vraiment intéressante parce que c'est d'abord une biographie de George Orwell. Et une biographie informée. Il y a une biographie qui est parue chez Pardès dans la collection Qui suis-je et qui est une excellente biographie. Je veux dire, l'auteur est passé sur Radio Courtoisie à 2 ou 3 reprises, si je ne m'abuse. Et on voit que Hernandez a bien travaillé son sujet, Orwell, qu'il est aussi un peu prisonnier de la manière dont Orwell parle lui-même de son enfance, par exemple. Et là, dans cette BD, on explique que Orwell a souffert quand il était à l'école, que ça n'était qu'une longue suite d'humiliations. Quand on lit la biographie d'Orwell chez Pardès, on se rend compte que Orwell en a un peu rajouté dans le misérabilisme qu'il associe à son enfance et qu'en fait sa vie n'était pas si terrible, mais notamment qu'il n'était pas si démuni, qu'il avait de quoi s'acheter un vélo, d'aller à la chasse, autrement dit qu'il faisait partie d'une bourgeoisie raisonnablement aisée, un peu loin de la grande richesse, mais voilà, nettement supérieure aux prolétaires qu'il fréquentera ensuite. Cette bande dessinée est intéressante parce que tout part du fait que, et pour répondre d'ailleurs un peu en avance à votre question, Hernandez, qui est un auteur de gauche, un auteur conscient, un auteur intelligent, quelqu'un qui a compris que le monde était rempli d'injustice et que la gauche était là pour les faire en sorte qu'il y en ait moins et que la droite était évidemment associée au mal et au péché, nous dit en même temps il faut démonter la version de gauche qui accuse Orwell d'être un traître. Et il faut aussi reprendre son image à la droite qui se l'approprie comme l'un des siens parce qu'il était anti-stalinien. Et donc là, c'est atroce. On voit cet homme de gauche se retrouve en fait obligé de sauver Orwell de la droite qu'il a arraché au doux berceau dans lequel il vivait jusqu'à maintenant, qui était celui de la gauche. Berceau, somme toute, inconfortable puisque Orwell a passé son temps à vomir évidemment tous les communistes et il a commencé à vomir aussi pas mal de socialistes. C'est quelque chose qui lui est venu particulièrement avec la guerre d'Espagne quand il s'est rendu compte que les staliniens étaient en train de profiter de la guerre d'Espagne pour régler leurs propres problèmes internes au socialisme en faisant en sorte d'éliminer leurs ennemis, mais de les éliminer physiquement, de les discréditer. Le POUM a une réputation absolument désastreuse, à juste titre par ailleurs, mais en grande partie grâce à la propagande stalinienne. Et donc Orwell commence à prendre ses distances et le voilà qui donc publie en 44-45 son livre La ferme des animaux, donc pamphlet anti-stalinien et dont on a dit ensuite bien sûr qu'il dénonçait tous les totalitarismes. Enfin, c'est violemment Staline qui est prise à partie. D'ailleurs, les staliniens ne s'y trompent pas. Des agents soviétiques infiltrés font pression sur des éditeurs anglais pour qu'ils ne soient pas publiés. Ça a été prouvé. Et d'ailleurs, le livre, qui est remarquablement bien fait sous cet aspect-là, met en avant et les noms et les faits sur les tentatives communistes de mise sous le boisseau de la ferme des animaux. Et après avoir écrit La ferme des animaux, il se lance dans 1984, qui sera son chant du cygne, puisqu'il est déjà malade, et il mourra après avoir livré cet énorme cet énorme roman qui est presque plus une théorie d'ailleurs du totalitarisme qu'un roman agréable à lire. Je ne sais pas si vous avez lu 1984, c'est ennuyeux comme la pluie. Alors, pour tout vous dire, j'ai essayé plusieurs fois de commencer le roman et j'ai jamais pu continuer parce que c'est terrible. C'est-à-dire que quand vous êtes le soir, vous lisez ce livre, vous avez juste envie de passer par la fenêtre. Donc j'ai lu le roman graphique. À l'époque, je ne vous connaissais pas, je pensais que c'était qu'une simple BD, mais en fait c'est un roman graphique de chez Grasset qui est excellent et qui permet de mieux faire passer le message, on va dire. Voilà, et effectivement, 1984 est tombé dans le domaine commun ou dans le domaine public, si je ne m'abuse. Il y a eu au moins 4 bandes dessinées consacrées à l'adaptation en bande dessinée 1984 qui ont toutes de vrais mérites et qui retiennent évidemment l'immense
musée d'images frappantes avec le ministère de la Vérité, le parti intérieur, le télécran et toutes ces choses atroces que Orwell a imaginées et qui en fait sont directement dérivées de ce qu'on pouvait déjà connaître du système stalinien, du système totalitaire en général. Je me suis un tout petit peu égaré. Au moment où Orwell est déjà malade et va bientôt mourir, évidemment, l'Occident s'est réveillé avec la gueule de bois, les accords de Yalta ont fait en sorte que la moitié du monde ou presque soit communiste, et ils se rendent compte que finalement, Staline, qui avait commencé par nouer un pacte avec Hitler, et qui après l'a dénoncé, n'est pas devenu quelqu'un de correct pour autant, et donc l'anticommunisme politique, la guerre froide commence, et une amie d'Orwell lui demande de lui recommander un certain nombre d'écrivains qui pourraient être, et d'artistes qui pourraient être engagés dans une propagande anticommuniste organisée par les autorités anglo-saxonnes. Et Orwell lui recommande un certain nombre de personnes et lui remet une liste d'une trentaine de noms en lui disant, en revanche, ces 30 personnes-là, ça sert à rien de leur demander de faire partie de cette propagande anticommuniste parce qu'en fait, ce sont ou des communistes fervents, ou vraisemblablement des communistes infiltrés. Donc, il rend service à une amie en lui indiquant, comme je vous l'indiquerai vous, voilà, allez voir Pocard, c'est un type bien, évitez de demander quelque chose à BHL, ce type n'est pas franc du collier. Et merci Richard pour cette information cruciale. Je tiens à expliquer aux auteurs de Radio Catholique qu'il faut se méfier de BHL, vous n'êtes pas au courant. Et Orwell donne cette liste. Là, en 1996, un article sort et enfin la gauche se déchaîne parce que Orwell, malgré tout, donc peut enfin être présenté comme un traître, un macartiste, un salaud qui a vendu ses copains, et donc on monte en épingle cette histoire de liste, évidemment, qui une fois de plus n'est pas une liste donnée par Orwell dans le cadre d'une enquête comme le sénateur McCarthy a pu monter pour dénoncer des camarades. C'est un écrivain à qui on demande son avis et qui dit si tu veux faire travailler Jacques, c'est une bonne idée, si tu veux faire travailler Gertrude, c'est plutôt une mauvaise idée. Gertrude n'a absolument pas les opinions que tu as envie de défendre. Et donc la liste est accessible, donc le Guardian, Le Monde, Libération, tout le monde s'excite. On a enfin la possibilité d'abattre un peu l'idole d'Orwell qu'on trouvait beaucoup trop érigée du côté de la droite. C'est quasiment en même temps d'ailleurs que Micha commence à redécouvrir, Jean-Claude Micha, donc, qui vient de la gauche, commence à redécouvrir Orwell en France et à publier ses remarquables essais. Et bon, le ballon finit par se dégonfler, mais Hernandez, donc 25 ans plus tard, est ulcéré parce qu'on a attaqué son héros. Il a un dessin joli comme tout, très fluide, avec c'est lui qui a scénarisé, c'est lui qui a dessiné, je crois que c'est lui qui met en couleur, mais je n'en suis pas absolument certain, avec un trait qui réussit à être à la fois réaliste quand il le faut, schématique, c'est-à-dire il y a de temps en temps des cases qui sont des cases explicatives, et donc on nous fait comprendre avec une carte, avec un symbole, avec la reproduction d'une affiche, le moment où l'on est, l'endroit, l'enjeu politique ou idéologique du combat. Ici, c'est la manière dont Orwell commence à visiter les mines de charbon. Ensuite, il y a par exemple la manière dont on parle d'Animal Swarms et où Orwell, donc, d'une part, dessine des animaux qui sont chacun précisément identifiables. Il y a Staline, Orwell s'est donné le rôle de l'âne, si je ne m'abuse. Et donc, il s'agit, une fois que le communisme reste seul sur le champ de bataille entre nazisme et communisme, de s'attaquer au communisme, puisque donc, on se rend compte qu'il est... Contrairement au nazisme qui est mort, le communisme est toujours vivant et en fait il est quasiment aussi pervers, sinon plus. Et lui fait le parallèle entre nazisme et communisme, ce qui est un tabou total à l'époque. Voilà, et alors en même temps, l'anticommunisme à l'époque se portait beaucoup mieux que dans les années 60-70, et puis voilà, il n'y avait pas des gens aussi intelligents que le Parti communiste français pour nous expliquer à quel point le communisme est absolument parfait. Donc l'anticommunisme se porte bien, et on n'a pas encore peut-être tout l'appareil intellectuel qui permet de dénoncer le totalitarisme et de voir les mêmes mots à la racine de ces deux versions d'une même volonté totale de possession de l'homme par l'homme, mais on
on a une belle chose avec la manière dont Orwell, donc socialiste repenti, mais toujours socialiste au fond de son cœur, en fait, promoteur de la décence, de ce qu'il appelle la décence commune, autrement dit le fait qu'il y a un minimum social qui est d'abord et principalement le fait d'être ancré localement et de laisser vivre les autres, donc ce qui est complètement réactionnaire aujourd'hui, et le camarade Hernandez donc va défendre son héros Orwell en nous racontant toute sa vie pour bien faire comprendre que non, il ne s'agit pas d'un anticommunisme primaire et viscéral, il ne s'agit pas d'un salaud de droite, mais il s'agit d'un ange de gauche. Mais on peut oublier, si j'ose dire, l'arrière-plan propre à Carlos Hernandez et se passionner pour cette biographie très bien dessinée, intelligente, fouillée, informée. Qui met un peu en parallèle la pandémie et la manière dont elle a conduit à un contrôle social et une partie du discours d'Orwell. Il a un personnage à qui il parle par écran interposé, qui est un intellectuel de gauche un peu plus sévère, un peu plus ennuyeux, un peu plus barbu, un peu plus chauve, qui est particulièrement exaspérant, mais voilà, pour l'auditeur de Radio Courtoisie, il pourra détester tranquillement le comparse nécessaire à la mise en scène que Hernandez fait de sa quête orwellienne. Mais voilà, vraiment une bonne bande dessinée sur un personnage qui appartient définitivement, effectivement, au camp de la droite, puisqu'il a eu le courage de penser par lui-même et au fur et à mesure que sa pensée se construit, d'abandonner toutes les idées utopiques et enfin, et surtout, et ce qui est vraiment de droite, de dire ce qu'il voit. Autrement dit, de ne pas être prisonnier du rêve, mais au contraire de considérer que la seule chose qui mérite d'être décrite, c'est la réalité. Ça, c'est vraiment de droite. Et justement, est-ce que Orwell est un prophète de droite ? Parce que quand on lit donc, le livre 1984, quand on lit le roman graphique, et peut-être aussi dans cette BD, il y a vraiment des réflexions. On s'est dit, mais c'est du copier-coller de ce qui se passe aujourd'hui sur ce que vous disiez, le contrôle social, sur une espèce de dictature saine, alors même si dans 1984 c'est assez dur, mais aujourd'hui 1984 n'a jamais été autant d'actualité. C'est vrai. Alors, j'ai toujours un peu de mal à expliquer qu'un auteur est un prophète, puisque Orwell décrit, surtout quand il écrit 1984, quelque chose qui lui paraît être déjà en place. Autrement dit, il ne prophétise pas un avenir, même s'il situe, il pousse le trait, il caricature, et donc il fait exprès de situer ça dans un avenir, somme toute, pas si lointain. Le livre part en 1948, ça s'appelle 1984, donc voilà, donc c'est même pas 40 ans plus tard. Mais selon lui, il est en train de décrire ce qui se passe et ce qui se passe depuis déjà 10 et 20 ans en Union des républiques socialistes soviétiques. Donc, il ne prétend pas prophétiser. Mais il prétend montrer que voilà, on a atteint un stade de développement des sociétés occidentales où il y a un affrontement des blocs, où il y a un mensonge généralisé, où il y a une propagande généralisée et où le socialisme est un agent de cette propagande et une partie prenante de ce système mondial. Voilà. Donc, et après ça, c'est vrai qu'il ajoute un certain nombre de choses qui nous paraissent aujourd'hui prophétiques, mais qui étaient déjà, si je veux dire, le système de surveillance à l'œuvre dans la Russie et l'ensemble des républiques socialistes des années 40-50, et surtout qui n'a jamais fait que croître et embellir. Aujourd'hui, on peut considérer qu'on est dans un moment particulièrement orwellien, mais c'est comme si on n'avait pas vécu depuis 30 ans la montée progressive de la télésurveillance, de la carte d'identité obligatoire, du traçage de l'intégralité des transactions financières, même les plus petites. Voilà. Et notamment, on se réveille d'une espèce de rêve, mais... Oui, mais 1984 parle aussi d'une dictature où les gens sont conscients et les gens adhèrent en fait à cette dictature parce qu'il y a aussi une peur extérieure qui est la guerre. Ça s'appelle la démocratie française et la République. Alors pourquoi ? Parce que à chaque fois l'argument c'est vraiment congénital à la naissance de la Révolution française. L'argument est de dire on vous apporte le bonheur et si ça ne marche pas, c'est la faute des autres. Il y a deux sortes d'ennemis. Il y a les ennemis de l'intérieur qui sont les immigrés, la noblesse, le clergé, etc. Et on va vous aider à les tuer. Vous savez, exactement comme en 2020, on a expliqué avec des voix absolument stupéfiantes d'autorités prétendument morales qui expliquaient qu'il fallait éliminer socialement tous ceux qui refusaient le vaccin. Comment s'appelle-t-elle la dame qui a perdu les élections contre Trump, Clinton, qui parle des déplorables. Et donc, en fait, il y a l'ennemi de l'intérieur de la démocratie qui est censé nous apporter le bonheur et la richesse et la prospérité. Et évidemment, tous les gens se rendent compte qu'on est un peu loin du bonheur, de la richesse et de la prospérité, surtout
surtout en ce moment, on explique oui, mais ça c'est la faute des autres, c'est la faute des méchants. Et les méchants, c'est le reste du monde. Le reste du monde ne joue pas le jeu en fait. Oui, Voilà. il y a les ennemis de Big Brother dans Voilà. 1984. Donc il y a Eurasia. Oui, c'est ça. Mais il y a les ennemis à l'intérieur de Big Brother qui sont des terroristes. Voilà, donc ils sont les disciples de Samuel Goldstein, qui n'existent pas, et donc d'ailleurs on voit bien, et Orwell a raison de le souligner, il y a un antisémitisme là aussi consubstantiel au communisme stalinien. Il y a toujours l'idée qu'il y a à l'intérieur, mais là aussi c'est quelque chose qui est vraiment typique de la Révolution française. Il y a un ennemi de l'intérieur qui fait tout pour saboter l'effort, et donc il faut d'abord faire en sorte que toute la population soit rangée sous une seule police qui permette de purifier tout le corps social, de le régénérer. Ça, ce sont des mots qui sont employés déjà par Robespierre et donc qu'on retrouve dans 1984. Et évidemment, cette régénération, la manière la plus simple et la plus médicale, c'est de couper ce qui est mauvais, d'extirper le cancer, d'enlever la gangrène, autrement dit, de tuer les gens, quoi, et au minimum de les enfermer en médicalisant la chose. Et puis, il y a cet ennemi de l'extérieur, donc qui évidemment justifie toutes les mesures extrêmement contraignantes de défense de ce petit paradis toujours en train d'advenir. Mais voilà, et donc les gens se raccrochent à cet espoir un peu faible de dire effectivement maintenant ça a l'air pénible, mais demain ce sera mieux, quoi. Voilà. Et c'est ce que nous dit, en tout cas c'est ce que dénonce George Orwell. Et donc on rappelle la bande dessinée, La liste d'Orwell de Carlos Hernandez aux éditions 21G. Alors 21G ou 21 grammes, on ne sait pas, mais en tout cas voilà, ça c'est La liste d'Orwell, Carlos Hernandez. Merci beaucoup Richard. Merci de 16. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.